Précédemment, dans Cartel Nord. En 2023, l'enchaînement sans précédent de fusillades à Marseille marque un tournant dans les règlements de compte. Désormais, les clans tirent en rafale sur les points de deal adverses. Ils viennent abattre le charbonneur ou le chouf, en tout cas un membre du clan, peu importe qui il est. Quand on va tirer à l'arme de guerre, à peu près n'importe où, ça pose une ambiance. Comme dans le trafic de stupéfiants, on observe une sorte de taylorisation du règlement de compte ou de la fusillade. L'emprise des narcotrafiquants s'étend désormais dans toute l'économie réelle. C'est le nerf de la guerre, la raison pour laquelle les narcotrafiquants se livrent des conflits sans merci. Dans les citadelles de la drogue, comme la cité de la Castellane ou celle des Lauriers, les trafiquants n'ont qu'un but, faire le plus d'argent possible. En 2024, les points de deal les plus lucratifs génèrent des profits quotidiens considérables, dépassant régulièrement les 50 000 euros. De l'argent sale à transformer en argent propre via différents moyens, différentes méthodes, toujours plus complexes. Dans ce dernier épisode de la saison 2, décryptage des stupéfiants circuits de blanchiment d'argent. Bienvenue dans la deuxième saison de Cartel Nord, une plongée inédite au cœur d'un réseau de trafic de drogue. Un podcast original, La Provence. Épisode 6. Comment les narcotrafiquants blanchissent les millions d'euros du trafic. En France, le trafic de drogue génère chaque année des sommes considérables. En 2023, le chiffre d'affaires s'élèverait à 3,5 milliards d'euros. Et point de départ de cet argent du trafic, le consommateur. Comme pour ses courses, il a le choix, aller sur place, sur le point de deal, ou se faire livrer à domicile. Les clients, en fait, c'est des petits consommateurs, donc ils viennent pour 20 ou 50 euros. La commissaire divisionnaire Sandrine Détampes est chef de la brigade criminalité financière au service interdépartemental de la police judiciaire. C'est rarement au-delà, mais par contre, ils font la queue. C'est le drive, c'est pour ça qu'on appelle le drive. C'est vraiment, ils font la queue comme au McDo, donc à coup de 50 euros, ça va vite. Bout à bout, ce nombre de consommateurs se compte en millions. D'après l'Office français des drogues et toxicomanie, il y a en France 5 millions de consommateurs de cannabis et 600 000 de cocaïne. Et pour se fournir, rien de plus simple. Comme au supermarché, le consommateur peut choisir entre différents produits, différentes quantités et différents prix. Déjà, même à l'échelle du point de deal, les produits sont identifiés par leur prix. Il y a un équivalent en euros. Je veux un 10, je veux un 20, je veux un 50, que ce soit de la coke ou surtout du shit. Ça correspond à une certaine dose dans l'esprit collectif, on va dire. Florent Bonnefoy est journaliste au service faits divers de La Provence, spécialisé dans les affaires de narcobanditisme. Ouais, c'est affiché sur les murs du point de deal, un 10, un 20, un 30, un 50, ça peut varier un petit peu. Au niveau du grammage, pas forcément, mais en termes de qualité, après, c'est ce qui va faire l'attrait d'un point de deal ou d'un autre. C'est que pour un 20, on en a un peu plus, ou elle est un peu meilleure, elle est un peu plus forte, elle est un peu moins coupée. Une fois entre les mains des trafiquants, l'argent accumulé au fil de la journée est rapidement déplacé pour être mis en sécurité. Et à un moment, cet argent est récupéré. Alors effectivement, par qui il est récupéré, où est-ce qu'il va ? Très clairement, chez des nourrices, ce qu'on appelle des nourrices d'argent. Et il faut vraiment distinguer les nourrices de produits de stupéfiants des nourrices d'argent, parce que ce ne sont pas les mêmes personnes. Et vous ne trouverez jamais un endroit où sont stockés et le produit et l'argent. Donc c'est vraiment un métier à part, j'allais dire, dans tous ces petits métiers qu'on peut voir dans le business des stupes. Alors ces nourrices, elles se situent soit dans une cité, mais dans une autre cité, parce que l'idée, c'est quand même d'être discret, donc voilà, de ne pas trouver la planque. Donc l'argent, il va partir, mais dans une autre cité. Soit carrément hors des cités et dans des quartiers populaires, et qui ne sont pas des cités. On pense que c'est une fois par jour. Maxi, quand c'est des gros points de deal où il y a du coup beaucoup d'argent, ça peut être 2 fois par jour, mais voilà. En fait, sur les
point de deal, l'argent, il a le circuit un peu inverse de celui de la drogue, c'est-à-dire qu'il remonte le réseau, il remonte les strates, il est concentré, il est stocké dans des zones sécurisées, ça va être des appartements nourris, ça va être des box. Plus on remonte le réseau et plus l'argent est éloigné et concentré. Donc ça va finir dans des box où on va avoir des sacs de sport où il a été recompté, il a été mis sous cellophane, il a été conditionné pour être exporté, comme la drogue, mais dans le sens inverse. Comme pour une véritable entreprise, sur les points de deal, il faut distinguer le bénéfice du chiffre d'affaires. Tous ces milliers d'euros collectés ne vont pas directement dans la poche des gérants du réseau. Une partie est d'abord utilisée pour faire tourner la boutique. C'est une erreur de penser que cet argent-là, dans sa totalité, n'est que du profit. C'est pas un bénéfice, en fait. Cet argent-là, il y a une petite partie qui est un bénéfice. Mais enfin, il y a une grosse partie qui est utilisée pour payer le fonctionnement du trafic, en fait. Des trucs tout bêtes, faut payer les guetteurs, faut payer les vendeurs. Et là, on ne parle pas de gens très, très haut placés. Mais je veux dire, toutes ces petites mains, faut les payer. Faut payer leur nourriture, faut payer les voitures, faut payer les arbres. Voilà, il y a beaucoup de monde à payer. Encore une fois, c'est pas l'argent, le calcul qu'on fait de rendement quotidien sur un point de deal ne correspond pas à un bénéfice total. C'est cet argent, en fait, c'est un business, c'est une entreprise, en fait. Il faut vraiment voir ça comme une entreprise. Donc, une entreprise, il faut la faire fonctionner. Et après, si ça marche très bien, vous en tirez un bénéfice. C'est exactement la même chose. Frais de personnel, frais de gestion, les dépenses sont calquées sur le modèle d'une entreprise légale. Mais dans ce business illégal, d'autres frais doivent être pris en compte. En charge de différentes enquêtes sur les narcotrafiquants, la commissaire Sandrine Détampes révèle cette face cachée de l'argent sale. Il faut payer les veuves et les mères qui ont perdu des enfants. En fait, on s'est rendu compte que quand il y avait une mort violente, un jeune qui était abattu, parce qu'il était dans le trafic de stupes et abattu par l'équipe adverse, l'équipe dont il faisait partie, le clan dont il faisait partie, rémunère la veuve s'il était marié, la mère si c'est un jeune de 20 ans, il y a de l'argent qui leur est versé. Alors c'est soit dédommagement, soit... en fait, ça achète aussi la... Alors je ne pense pas que ça soit par vertu, c'est pour calmer la vie dans la cité et avoir cette espèce d'aura qui fait on s'occupe de tout, quoi. Il est mort pour nous, mais par contre, on va faire en sorte que vous ne manquiez de rien. Alors, c'est pas un niveau extraordinaire. Ça compense la perte de cette personne et l'argent qu'il pouvait ramener à la maison. Cet argent aussi, il sert à faire cantiner les copains qui sont en prison. C'est vraiment, quand on parle d'une entreprise, parce que les copains qui sont en prison, c'est les copains qui sont du trafic de stupes. Donc, à un moment, il faut leur envoyer de l'argent toutes les semaines en prison. Il vient de là aussi. Cet argent, il sert à ça aussi. Donc, encore une fois, faut pas se dire, tiens, il y a 1 million de générés, qu'est-ce qu'ils font de ce 1 million? C'est que du bénéfice. Non, une grosse partie où ça va être utilisé pour le fonctionnement de la pseudo-entreprise. Une fois les frais fixes payés, il reste donc le bénéfice. Sur un point de deal, ce bénéfice peut atteindre en une semaine plusieurs centaines de milliers d'euros. Pour les narcotrafiquants, l'objectif est alors simple, blanchir cet argent sale. Et pour le rendre propre, le plus évident, c'est de le dépenser directement. Ils dépensent beaucoup d'espèces. Donc ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que... Mais vraiment beaucoup. Et des fois, ça n'a aucun sens, en fait. C'est-à-dire que la dernière fois, c'était donc sur écoute, on s'est aperçu qu'une personne avait dépensé 8 000 euros en 2 jours. Donc, ça va très, très vite, en fait. Mais parce qu'il était allé jouer, il était allé au resto, il en avait eu pour je ne sais pas combien, une nuit d'hôtel dans un palace. Donc, ils aiment la belle vie, quand même. Ils aiment la belle vie. Ils achètent et ils dépensent énormément dans les produits de luxe. Alors là, c'est une constante. Dans les perquisitions financières, qui sont à un certain niveau, vous retrouvez environ une 50aine de sacs de luxe, avec des sacs qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Vous retrouvez 80 paires de chaussures. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que vous avez des chaussures qui sont dans les boîtes
qui sont même pas utilisés. Donc on est vraiment dans l'achat pour avoir cette notion de pouvoir, de pouvoir factice, mais enfin pouvoir quand même, ils ont l'impression, par l'argent, et je claque, j'achète ce que je veux, et j'accumule. Et vous arrivez des fois, alors c'est assez amusant, on a fait des perquisitions dans des appartements qui franchement on payait pas de mine, mais alors par contre, produits de luxe, c'était incroyable tout ce qu'on pouvait trouver. Tout ça pour vous dire que avant le blanchiment, il y a déjà aussi ce claquage de fric pour des futilités. Des dépenses inconsidérées, mais limitées. En France, au-delà de 1 000 €, tout achat en cash doit être contrôlé. Pour contourner cette limite, autre solution, faire voyager l'argent dans d'autres pays. Cet argent, en fait, soit dans la façon la plus basique, il va être transporté. Donc là, du coup, on a les transporteurs qui vont essayer de passer les frontières. Algérie, Maroc, Turquie. Et là, pour le coup, on est sur le truc classique. C'est-à-dire que c'est dans des sacs, c'est sur eux, voilà, et ils vont essayer de transporter l'argent et qu'il aille dans d'autres pays. Ça, c'est le côté le plus basique. C'est quand même des volumes considérables. Et donc, on distingue un premier moyen qui est un peu naturel. C'est celui de prendre cet argent, de le mettre dans sa valise et de partir à l'étranger, dans des endroits où on est un peu moins regardant sur l'origine des fonds, où on peut payer des sommes considérables avec du liquide sans attirer le soupçon. Je pense à certains pays du Golfe, Dubaï en premier lieu, certains pays du Maghreb, où les choses peuvent se passer assez simplement, où vous sortez vos liasses de billets, vous achetez des bijoux, des montres de luxe, des voitures, sans problème. Et dès lors que vous avez transformé cet argent liquide en bien autre, c'est déjà une première partie du blanchiment. Vous avez une facture, vous avez ce bien que vous pouvez revendre derrière. C'est le moyen le plus simple. Le problème de ce moyen, c'est qu'il implique un transfert physique de l'argent. C'est-à-dire que vous devez prendre l'argent, comme la drogue, mais dans le sens inverse. Vous devez prendre l'argent, le mettre dans votre valise, prendre l'avion avec, ou le bus ou le bateau, et vous risquez forcément, en passant la frontière, d'être contrôlé et d'être interpellé, parce que à partir de 10 000 € en liquide, vous allez avoir des problèmes avec la douane, par exemple. Pour éviter ce type de désagrément, il existe un autre moyen de déplacer cet argent, la compensation. L'argent est alors transféré sans être physiquement transporté, mais sa valeur, son montant, est transmis oralement entre deux personnes d'un pays à l'autre. Alors, ces circuits de compensation, le principe, c'est que l'argent ne passe pas la frontière. Donc, on perd le risque d'être contrôlé avec les poches pleines de cash, parce que l'argent reste en France, mais sa valeur est transférée dans d'autres pays, sous la forme de biens immobiliers, par exemple, sous la forme de véhicules. Mais pour faire ça, il faut des gens de confiance, disons. Il y a des banquiers occultes, on appelle ça des sarrafs. C'est une tradition qui est séculaire dans certains pays arabes. C'est un petit peu comme des banques centrales qui garantissent leurs prêts par des stocks d'or. Eux, leur valeur, c'est la réputation. Quelque chose qui se fait de génération en génération. Il y a une confiance en ces gens-là. Et donc, ça se fait quasiment sur une poignée de main. Le sarraf récupère l'argent en France et immédiatement, la valeur de cet argent dématérialisé, elle réapparaît de l'autre côté de la frontière dans un pays sous la forme, par exemple, de terrain au Maghreb. La compensation, c'est assez répandu, encore une fois, pas forcément avec de l'argent sale provenant du trafic de stupes. Encore une fois, toutes les personnes d'origine maghrébine qui sont commerçants, ou pas d'ailleurs, qui travaillent en France mais qui ont laissé leur famille au Maghreb, leur intérêt, c'est que cet argent-là soit envoyé à la famille. S'ils l'envoient de façon légale, ils vont être taxés à 50%. Donc, l'idée, c'est de contourner, et c'est là où on va avoir vraiment le système de compensation. C'est une sorte de réseau bancaire occulte où en fait les flux financiers sont virtuels et reposent sur des valeurs qui sont déjà sur place et qui sont compensées. C'est-à-dire qu'une valeur de 100 000 € qui est transformée en terrain de 100 000 € de l'autre côté de la frontière, mais quelque part à charge de revanche. Et c'est l'équilibre des comptes, il est garanti par ces personnes-là qui ont une réputation et dont la confiance permet à elles seules de faire tourner le réseau. Avec ce système, reste tout de même une question. Que devient l'argent des points de deal qui ne s'est pas déplacé ? Là aussi, les narcotrafiquants ont pensé à tout. L'argent est injecté discrètement dans l'économie réelle via certains commerces de rue.
Il y a un moyen de compenser cet argent qui est virtuellement, par exemple en Algérie, c'est d'injecter le liquide en France dans un réseau d'épiceries de nuit, par exemple, qui vont d'un coup avoir une caisse occulte importante et qui vont petit à petit transformer cet argent qui est là sous la forme de ventes qui n'ont pas forcément existé ou qui sont surévaluées. Et donc petit à petit, on va blanchir cet argent dans le chiffre d'affaires d'une épicerie ou d'un commerce. C'est comme ça que parfois vous voyez beaucoup de commerces clinquants avec un personnel foisonnant et il n'y a jamais personne. Vous n'avez jamais un client dans certains bars, dans certains commerces, parce que si vous en tenez au livre de compte, le commerce est un succès, mais dans la réalité, il ne se passe rien du tout. Et en fait, ça se traduit physiquement par cet argent liquide qui est là de façon discrète, qui rentre quand même dans la caisse, mais pas par des clients. Devenu ainsi légal via ce système de l'épicerie, l'argent est rentré dans le circuit de l'économie réelle. C'est un exemple des méthodes de blanchiment, mais il y en a d'autres, comme l'achat de voitures de luxe. Il y a beaucoup d'appétence pour certains véhicules de marque allemande en Algérie, avec des gens qui vont importer ces véhicules d'Allemagne. Ces véhicules vont être achetés avec de l'argent qui en fait est resté en Europe, en France, mais qui a déjà été compensé sous la forme de terrain ou de biens en Algérie. Et donc l'argent va circuler finalement sous la forme de voitures qui vont être importées, mais qui n'ont pas été payées par le trafiquant de drogue, mais par une tierce personne. Printemps 2023, une affaire judiciaire révèle au grand jour une autre méthode de blanchiment d'argent sale autour d'Aix-en-Provence. Entre 2017 et 2023, près de 45 millions d'euros auraient été blanchis. Cette fois, pas de banquiers occultes, pas d'épiciers, les narcotrafiquants se sont directement alliés avec des acteurs haut placés de l'économie réelle. Florent Bonnefoy nous décrypte cet ingénieux système. On va prendre un exemple. Vous avez 100 000 euros en cash qui est issu du trafic de stupéfiants, et en face, vous avez une société qui fait des travaux publics, qui a besoin de rémunérer de la main-d'œuvre au black, et qui, elle, a besoin de 100 000 euros en cash pour payer sa main-d'œuvre. Bon, c'est très simple. Les billets vont être remis à la société de BTP par le producteur, disons, de stup. Il y a évidemment des intermédiaires. Forcément, la société qui reçoit ce cash doit le rembourser. Et pour le rembourser, elle va passer par d'autres sociétés, par exemple en louant des engins de travaux publics. Vous avez besoin d'une tractopelle, en tout cas sur le papier, elle va louer des tractopelles, parfois un peu trop chères par exemple. Elle va payer le plus légal du monde, elle va faire un virement ou un chèque à une société de location d'engins de chantier, sauf que cette location n'a jamais eu lieu. Donc vous avez une troisième société qui va encaisser de l'argent a priori légal d'une société de BTP, qui va générer même une facture, sauf que elle n'a peut-être même pas les engins de chantier et la prestation n'a pas eu lieu. Donc c'est une fausse facture. Donc vous avez une troisième société qui a vendu une fausse prestation à une boîte de BTP qui avait du cash à compenser à son fournisseur de cash. Et c'est par cette société tierce de location qui va fournir une prestation fictive que le fournisseur de cash et donc, in fine, le dealer va se rémunérer. Ça se fait pas en cercle fermé. Entre-temps, il va y avoir d'autres sociétés intermédiaires, plus ou moins fictives, plus ou moins rentables, qui vont permettre de brouiller les pistes. Donc en fait, c'est pas une économie vraiment circulaire, mais c'est plutôt une sorte d'étoiles où il y a plein de structures un peu occultes avec un seul but, c'est de faire revenir les flux entre les mains des trafiquants et surtout de brouiller les pistes. Pour avoir eu sur écoute des mises en cause qu'on suivait, qui blanchissaient, qui étaient vraiment, là pour le coup, sur espèces contre virement, qui voulaient bancariser l'argent. C'est impressionnant. C'est des gens qui n'ont pas fait d'études. C'est impressionnant comment ils se souviennent de tout, qui font des pourcentages, parce qu'elle est comme à chaque fois, ils font des pourcentages, tu dois un tel à un tel, oui mais je devais à cette personne, bon bah d'accord, du coup tu lui devras plus que ça. C'est vraiment quelque chose qui a marqué tous les enquêteurs, c'est-à-dire que nous on était perdus, et on ne sait pas eux comment s'y retrouver, ils s'y retrouvaient dans leur compte, c'est impressionnant. C'est vraiment, on a l'impression que c'est inné quoi.
nous-mêmes, on s'est dit, mais c'est pas possible. On a l'impression qu'ils ont fait école de commerce. C'est comment ils s'y retrouvent. Et en fait, ils s'y retrouvent sur des schémas qui étaient complexes. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une multitude de personnes, de sociétés, et au final, ils s'y retrouvent. Impressionnant, c'est impressionnant. Donc, après, savoir comment ils s'y retrouvent, nous, on ne sait pas comment ça paraît très simple pour eux, mais pour vous dire que nous, notre enquêteur des impôts, il avait du mal à suivre. Face à ces réseaux de blanchiment d'argent de plus en plus complexes et élaborés, la brigade financière de la police judiciaire adapte ses méthodes d'enquête. Il y a une nouvelle approche qui a été développée ces derniers mois, ces dernières années. C'est-à-dire qu'on va suivre l'argent comme on suivrait du produit stupéfiant. Parce que, en fait, l'argent liquide au niveau du point de deal et jusqu'à un certain niveau du trafic, ça reste quelque chose qui se suit. On peut monter la filature d'un collecteur d'argent comme on monte une filature sur un ravitailleur de drogue. C'est à peu près la même chose. Ça ne demande pas une technicité d'enquête particulière. Simplement, c'est du travail de police. C'est-à-dire qu'on va suivre un type qui va chercher un sac d'argent et qui va le ramener à un collecteur, qui va lui-même le ramener, le concentrer à un autre niveau du réseau. Donc, ça permet des saisies importantes jusqu'à ce que l'argent physique disparaisse, c'est-à-dire jusqu'à son blanchiment. Pour resserrer l'étau autour des narcotrafiquants et des réseaux de blanchiment, la brigade financière s'intéresse de plus en plus aux flux financiers. On va gratter et faire des notes sur tout le contexte financier qui entoure une personne notoirement connue pour trafic de stupéfiants notamment. Et en fait, plus on a de renseignements financiers, plus on s'aperçoit qu'ils se recoupent avec le renseignement criminel, que ce sont deux mondes différents mais qui se rejoignent. Et ça, en fait, c'est une nouvelle façon de travailler, en fait. C'est vraiment de travailler sur ces deux pans. Un criminel, deux financiers. Et l'idée, en fait, c'est de travailler sur des objectifs sous ces différents axes pour avoir le maximum d'infos et justement les attaquer sur le biais financier. Avec plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires officiel par an, le trafic de drogue en France atteint des sommets. Face à ce trafic hors norme, la police multiplie les actions et les démantèlements de réseaux. Dans la saison 3, Cartel Nord révèle les coulisses d'une enquête sans précédent. Cartel Nord est un podcast original La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com.